Réponds à cette question et je te donnerai 100 millions de dollars. Ricana le PDG japonais. Puis la fille de la femme de ménage le fit et stupéfia tout le monde. Résous mon petit problème ici et maintenant. Fais-le et je t'offrirai 100 millions. Les mots s'écoulèrent de la bouche de Kenji Tanaka avec la précision cruelle d'une lame. Le milliardaire se tenait sous les équations mathématiques lumineuses de sa propre création, la soi-disant conjecture Tanaka, tandis que des éclats de rire parcouraient le public du gala. Sa cible n'était pas un dirigeant rival, ni un professeur, mais une employée d'entretien, une mère en uniforme gris, venue seulement nettoyer du champagne renversé. Ses mains tremblaient, sa voix se brisa jusqu'à ce qu'une autre voix coupe le silence. « Ma mère accepte votre offre. » Toutes les têtes se tournèrent. Une enfant venait d'entrer dans la lumière. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle devenait un défi qui allait ébranler le monde des mathématiques. Voici l'histoire de la façon dont la fille d'une femme de ménage résolut l'impossible. Avant de plonger, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Revenons au récit. Une question murmurée, avec mépris, allait recevoir pour réponse un héritage forgé dans le silence. La promesse n'était qu'une blague destinée à blesser, mais elle tomberait sur une enfant qui portait dans son cœur l'histoire des nombres. L'atrium de l'Institut de mathématiques de la Sorbonne était une véritable cathédrale du savoir. C'était un vaste espace haut de 3 étages, dont les murs de pierre et de verre s'ouvraient sur la cour, illuminés par les douces lueurs du soir. Le sol de marbre noir poli reflétait les sculptures abstraites et les constellations de lampes encastrées comme un lac immobile et sombre. Un froid d'automne s'accrochait à l'air extérieur, mais à l'intérieur régnait chaleur, conversation feutrée et parfum mêlé de champagne d'amuse-bouche et de vieux livres. C'était un lieu construit pour honorer l'esprit humain. Les noms des plus grands mathématiciens de l'histoire étaient gravés dans la frise de marbre qui couronnait la galerie supérieure Newton Euclid Gauss Euler. Ils étaient les saints de cette église laïque. Et ce soir-là, un nouveau nom était célébré, non pour une découverte, mais pour un don, Kenji Tanaka. Dans cet univers, il était le soleil, et tous les autres n'étaient que planètes, retenues dans son orbite. Monsieur Tanaka, PDG de Tanitech, un empire technologique mondial, était un homme façonné par une immense richesse et un pouvoir absolu. Son costume, un souffle de soie tasée soie noire, semblait avoir été tissé sur lui. Ses cheveux d'un noir sévère striés d'argent aux tempes accentuaient encore son allure. Il n'était pas grand, mais sa présence emplissait toute la salle. Ses yeux vifs et intelligents ne manquaient rien. Ils balayèrent la foule de professeurs, de membres du conseil et de mécènes fortunés, évaluant, calculant, puis écartant d'un silence glacé. Ce soir marquait l'inauguration du centre Tanaka pour les mathématiques théoriques avancées. Son don à 10 chiffres avait financé toute une aile du bâtiment. L'université, dans sa gratitude, avait organisé ce gala fastueux. Discours prononcé, toast porté. Monsieur Tanaka avait esquissé son mince sourire, discipliné, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. C'était le sourire d'un homme qui n'aimait pas posséder, mais acquérir. Au centre de l'atrium, sur un immense écran numérique de 25 mètres, se dressait le spectacle principal de la soirée. Non pas une œuvre d'art, mais un défi, un monument à la vanité intellectuelle de M. Tanaka. C'était un problème mathématique, d'une complexité stupéfiante, une série d'équations et de notations qui, pour les profanes, ressemblait à une écriture dense et mystérieusement belle. On l'appelait la conjecture Tanaka. Bien sûr, M. Tanaka ne l'avait pas inventée. C'était une variation d'un ancien problème, notoirement insoluble de la théorie des nombres.
Mais il avait financé une équipe des meilleurs mathématiciens du monde pour la raffiner, la rendre encore plus impossible. Puis il y avait attaché son nom, ainsi qu'une récompense vertigineuse de 100 millions de dollars pour quiconque parviendrait à la résoudre. C'était un coup de relations publiques brillant. Il se plaçait non seulement comme un titan de l'industrie, mais aussi comme un mécène de la pensée pure. Un homme qui luttait avec les mystères fondamentaux de l'univers. En réalité, ce prix était une forteresse, ses murs bâtis, de nombres impossibles, conçus pour prouver que lui seul était assez puissant pour poser une telle question. Les professeurs et universitaires présents jetaient parfois un coup d'œil à l'écran, secouèrent la tête d'un mélange d'admiration et de frustration professionnelle, puis retournaient à leur verre de vin. Ils savaient que c'était une bête, un problème, capable de dévorer des carrières entières sans rien livrer. C'était une pièce de conversation, un symbole de l'inatteignable. En marge de ce grand événement presque invisible dans son uniforme gris, se déplaçait Suzanne Martin. Elle faisait partie de l'équipe d'entretien de l'université, chargée de garder la soirée impeccable. Elle se déplaçait, avec la grâce discrète acquise au fil d'années passées, à essayer de ne pas être remarquée. Ses mains gercées et fatiguées étaient néanmoins habiles lorsqu'elle ramassait les verres vides et les serviettes de cocktail qu'elle déposait sur son chariot de service. Son visage n'était qu'un masque de politesse usée, mais derrière ses yeux bruns et calmes, une tempête grondait. La musique douce, le tintement des verres, le murmure intellectuel de la salle, tout cela n'était qu'un rappel douloureux d'un monde qu'elle pouvait voir sans jamais y entrer. Un rappel de la montagne de factures posée sur sa petite table de cuisine. La plupart étaient des factures médicales imprimées sur un papier sec et impitoyable. Elles représentaient l'héritage de l'homme qu'elle avait perdu 2 ans plus tôt. Un mari bon et aimant qu'une longue, lente et coûteuse maladie avait emporté. La dette pesait physiquement sur sa poitrine quand elle tentait de dormir. C'était la raison pour laquelle elle travaillait ici, et encore le week-end en nettoyant des appartements. Tout cela était pour sa fille Chloé, pour conserver leur petit logement, pour garder de quoi manger, pour lui offrir la seule chose que Suzanne était déterminée à lui donner une chance. Une chance d'avoir une vie, loin de la résignation silencieuse de récurer les sols pour des gens qui la traversèrent du regard. Chloé était là ce soir, attendant sa mère dans une petite salle de classe vide au bout du couloir. Une fillette tranquille, passionnée de lecture, âgée de 12 ans, qui avait apporté ses devoirs en promettant de ne causer aucun souci. Suzanne avait hésité à l'amener, mais elle n'avait pas les moyens de payer une garde. Chloé avait l'esprit vif et curieux de son père, et une maturité étonnamment sérieuse pour son âge. Elle était la seule chose intacte et précieuse qu'il restait dans la vie de Suzanne. Un petit tumulte vint soudain briser le rythme calme de la soirée. Un invité, un homme corpulent en veste de tweed, avait gesticulé trop vivement en racontant une anecdote et avait fait tomber un plateau de flûte de champagne des mains d'un serveur. Le fracas du verre brisé résonna violemment, et champagne et éclats de cristal se répandirent sur le sol de marbre poli. L'accident se produisit à seulement quelques pas de Kenji Tanaka. Il conversait alors avec le recteur de l'université, le professeur Dupont, et s'interrompit net, son visage s'assombrissant d'agacement. Cette interruption, ce désordre, cette brèche soudaine dans l'ordre parfait, l'offensèrent. Ses yeux perçants cherchèrent aussitôt quelqu'un à tenir pour responsable. Le serveur balbutiait déjà des excuses, le visage blême de peur. L'homme en tweed paraissait confus et embarrassé, mais le regard de M. Tanaka les dépassa tous deux et se posa sur la cible la plus proche, la plus commode, la femme en uniforme gris. Suzanne, qui s'avançait déjà avec son chariot, se figea quand elle croisa son regard. « Vous ». Sa voix n'était pas forte, mais elle était aussi froide et tranchante que les éclats de verre au sol. Elle coupa net le bourdonnement ambiant, créant une poche de silence. « C'est votre responsabilité.
Cet espace devrait rester impeccable. Mes invités n'ont pas à subir ce genre de maladresse. Le cœur de Suzanne s'emballa. « Monsieur, c'était un accident. J'allais justement, vous ne faisiez pas votre travail. » La coupa-t-il, sa voix chargée de mépris. Il fit un pas vers elle. Le recteur Dupont avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Personne ne contredisait Kenji Tanaka. Vous êtes payé pour être invisible et pour éviter que de telles choses ne se produisent. Il semble que vous échouiez dans les deux cas. La réprimande publique fut une gifle en plein visage. Suzanne sentit une chaleur brûlante lui remonter le cou, consciente des regards des invités tournés vers elle, leur curiosité excitée par ce petit drame. Elle fixa le sol, souhaitant qu'il s'ouvre pour l'engloutir. C'était la partie de son travail qu'elle haïssait le plus, non pas les tâches elles-mêmes, mais la cruauté banale et insouciante de ceux qu'elle servait le rappel constant et cinglant de sa condition. Mais, monsieur, Tanaka n'en avait pas fini. C'était un homme qui aimait marquer le coup, et il avait maintenant un public. Une idée cruelle, presque théâtrale, illumina son regard glacé. Il fit un geste de la main en direction du gigantesque écran qui dominait l'atrium. « Peut-être que vos talents conviennent mieux à un autre type de nettoyage, » dit-il, un rictus cruel aux lèvres. Les invités se penchèrent, sentant le spectacle venir. « Je ne comprends pas, monsieur, » murmura Suzanne. Cela dit-il en pointant la conjecture Tanaka. « C'est en désordre. » « Un problème. Vous semblez entouré de problèmes. » Un petit rire parcourut l'assemblée. « Vous nettoyez les sols, vous rendez les choses propres. Pourquoi ne pas ranger ça pour moi ?» La suggestion était si absurde, si insultante, que les rires étouffés éclatèrent en éclats de rire francs. Le son résonna dans le vaste espace, c'était le rire de riches et de puissants, qui savouraient l'humiliation d'une femme qu'ils considéraient comme insignifiante. Suzanne se sentit prise de vertige. Elle ne pouvait pas comprendre le degré de cruauté qu'il fallait pour se moquer de quelqu'un aussi publiquement. « Je ne peux pas faire ça, monsieur, » dit-elle la voix tremblante. « C'est des mathématiques. »« Oh, vraiment ?» répondit M. Tanaka en feignant la surprise. « Je pensais que c'était une nouvelle forme d'art moderne. » Les rires redoublèrent. Il s'amusait de plus en plus et décida d'accentuer le spectacle. Il fit un pas de plus, sa voix tombant dans un grondement bas et railleur. « Je suis un homme généreux, » annonça-t-il en se tournant vers son auditoire. « Cette femme mène visiblement une vie difficile. Le monde n'a pas été tendre avec elle. » Il agita la main d'un geste méprisant. « Alors, je vais lui faire une proposition, un petit jeu. » Son regard acéré revint vers Suzanne. « Vous, la femme de ménage, vous résolvez mon petit problème ici et maintenant. Vous donnez la réponse. » Si vous le faites, il esquissa un sourire de prédateur. « Je vous donnerai la récompense. 100 millions de dollars la somme complète. Vous pourriez payer vos factures avec ça. Vous pourriez acheter une belle maison. Ne plus jamais nettoyer un seul sol de votre vie. Qu'en dites-vous? » L'atrium éclata. Les rires étaient assourdissants, une vague de moquerie qui s'abattait sur Suzanne. Des invités sortaient leur téléphone pour enregistrer l'arrogance de ce moment. Le grand Kenji Tanaka offrant 100 millions à son employé d'entretien si elle résolvait un problème de mathématiques impossible. La chute de l'histoire était déjà toute trouvée. On raconterait cela pendant des années. Suzanne resta figée, piégée dans un cauchemar éveillé. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Elle voulait courir, crier, disparaître. Elle était cernée par une cage de regards fixes et de rires moqueurs. Jamais elle ne s'était sentie aussi totalement impuissante. Puis une voix claire et assurée, comme une petite cloche, traversa le vacarme. « Ma mère accepte votre offre. » Les rires s'éteignirent aussitôt, comme si l'on avait actionné un interrupteur. Un silence stupéfait et absolu
tomba sur l'atrium. Toutes les têtes se tournèrent vers la source de cette voix. Sortant du couloir menant aux salles de classe, une fillette apparut. Petite pour son âge, une cascade de cheveux blonds pâles tombait sur ses épaules. Elle portait un simple jean des baskets usées et un sweat bleu uni. Elle était une île d'enfance ordinaire dans une mer de luxe et de sophistication adulte. C'était Chloé. Elle avait entendu le tumulte et était venue voir ce qui se passait. Elle avança ses pas calmes et délibérés. Elle passa devant les professeurs stupéfaits et les mécènes incrédules. Son regard ne quittait qu'une seule personne, Kenji Tanaka. Ses yeux d'un bleu éclatant ne montraient aucune peur. Il portait un feu froid et concentré, troublant dans le visage d'une enfant si jeune. Elle s'arrêta près de sa mère. Elle prit doucement le chiffon de la main tremblante de Suzanne et le posa sur le chariot de service. Puis elle serra la main de sa mère, ses petits doigts s'enroulant fermement autour des siens. Kenji Tanaka fixa l'enfant momentanément déstabilisé. Son humiliation parfaitement orchestrée venait d'être interrompue par un personnage inattendu. Une lueur d'irritation traversa son visage, mais fut vite remplacée par une ironie amusée. Voilà une nouvelle tournure encore plus pathétique à ses yeux. La plaisanterie devenait plus drôle. « Et qui es-tu » demanda-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je suis Chloé Martin », dit la fillette, sa voix claire et ferme, portant aisément dans le silence de la salle. « Et au nom de ma mère, j'accepte votre marché. » Le silence qui suivit la déclaration de Chloé était différent du précédent. La moquerie avait disparu, remplacée par une curiosité électrique étendue. Ce n'était plus un simple acte d'intimidation, c'était une confrontation. Une enfant d'à peine 12 ans venait de tenir tête à l'homme le plus puissant de la pièce. L'audace en était bouleversante. Suzanne regarda sa fille, le cœur battant contre ses côtes, comme un oiseau prisonnier. « Chloé, non », chuchota-t-elle, la voix serrée de panique. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Il faut partir. » Elle essaya de tirer sa main pour l'emmener hors de la lumière, loin de cet homme dangereux. Mais la poigne de Chloé était étonnamment ferme. Elle ne regardait pas sa mère. Ses yeux bleus étincelants restaient fixés sur Kenji Tanaka. « Vous avez fait une offre publique, monsieur Tanaka », dit Chloé, sa voix résonnant avec une étrange autorité d'adulte. « Vous avez promis 100 millions de dollars si ma mère résolvait le problème affiché sur cet écran. Nous acceptons. » Pour la première fois de la soirée, Kenji Tanaka sembla incertain. Il avait joué un jeu cruel avec une pièce impuissante. Et soudain, une nouvelle pièce était apparue sur l'échiquier, avec des règles qu'il ne comprenait pas. Il regarda la mère terrifiée, puis l'enfant défiant. Il sentait le poids de centaines d'yeux sur lui. Il était piégé par sa propre arrogance. Reculer maintenant devant ce public le ferait paraître faible, effrayé par une petite fille. Un lent sourire reptilien s'étira sur le visage de Kenji Tanaka. Il allait appeler son bluff. L'échec n'en serait que plus cuisant, l'humiliation de la mère et de l'enfant encore plus complète. Très bien, dit-il, sa voix redevenue tonitruante, alors qu'il reprenait le contrôle. Cette petite a de l'esprit. J'admire cela. Il se tourna vers l'assemblée, jouant le rôle du mécène magnanime. Vous avez entendu, la fille de la femme de ménage accepte le défi au nom de sa mère. Quelques rires nerveux épars parcoururent les invités. L'atmosphère avait changé. Tout paraissait plus tranchant, plus personnel. Le recteur Dupont, enfin, s'avança l'air profondément mal à l'aise. « Monsieur Tanaka, peut-être que cela va trop loin. Ce n'est qu'une enfant. » « Baliverne, docteur, » répondit Tanaka d'un geste méprisant. « L'enfant veut jouer. Voyons ce qu'elle sait faire. Ce sera instructif pour tout le monde. » Ses yeux brillaient de malice.
La scène est à toi, petite. » Il désigna grandiloquemment l'immense écran au fond de l'atrium. Chloé serra une dernière fois la main de sa mère pour la rassurer. « Ça va, maman, » murmura-t-elle si doucement que Suzanne seule put l'entendre. « Il a fait une promesse. Tout le monde l'a entendu. » Puis elle lâcha sa main et s'avança vers l'estrade, où se trouvait le pupitre de contrôle de l'écran. La foule s'écarta pour elle, une mère silencieuse de smokings et de robes de soirée. Sa silhouette menue dans son simple sweat et son jean paraissait incroyablement fragile face au décor de richesse et de grandeur intellectuelle. Monsieur Tanaka croisa les bras, l'image même de la confiance hautaine. Ses associés ricanaient déjà, imaginant l'issue pathétique, l'enfant figé devant l'écran, incapable de comprendre ou gribouillant un dessin maladroit avant de fondre en larmes. Ils attendaient une comédie. Mais Chloé ne se dirigea pas directement vers le pupitre. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'écran et commença à marcher lentement d'un côté à l'autre. Ses pas étaient silencieux sur le sol de marbre. La tête légèrement inclinée, elle ne regardait pas le panneau lumineux avec des yeux d'enfant émerveillés, mais avec un regard rétréci par une intense concentration, scrutant l'enchevêtrement complexe d'équations avec un sérieux profondément troublant. Elle ne se contentait pas de regarder, elle lisait. Arrivée à l'extrémité droite de l'écran, elle rebroussa chemin jusqu'à la gauche. Elle prenait le problème dans son ensemble, en percevait la forme, la structure. Un professeur de mathématiques au premier rang murmura à son voisin « Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas un tableau. » Le sourire de Tanaka s'élargit. L'absurdité était plus savoureuse encore qu'il ne l'avait imaginé. « Tu as du mal à trouver par où commencer. »« Petite » lança-t-il sa voix saturée de fausse compassion. Chloé l'ignora complètement. Elle termina sa lente inspection et marcha jusqu'au pupitre. Dessus reposait un stylet sans fil servant à interagir avec l'écran numérique. Elle le saisit et le tint dans sa petite main, en sentant le poids l'outil du mathématicien moderne. Elle se tourna vers l'écran. Pendant un long moment, elle resta immobile, les yeux fermés. Le silence était tel qu'on percevait le léger bourdonnement des serveurs dans les sous-sols du bâtiment. Les invités échangèrent des regards perplexes. Ce n'était pas le fiasco maladroit et larmoyant auquel ils s'attendaient. C'était autre chose, quelque chose d'étrange. Le calme de l'enfant était déconcertant. Il avait quelque chose d'ancien, de déplacé dans ce corps juvénile, le calme d'un grand maître, avant le premier coup, celui d'un compositeur, entendant la symphonie entière dans sa tête avant d'écrire la première note. Suzanne observait sa fille, le cœur partagé entre une terreur viscérale et une inexplicable lueur d'espoir. Elle avait déjà vu Chloé ainsi, mais jamais dans un lieu pareil. À la maison, Chloé pouvait rester des heures devant les vieux manuels universitaires de son père, des livres remplis de symboles que Suzanne n'avait jamais compris. Elle noircissait des cahiers de son écriture élégante et précise, couvrant les pages d'équations. Suzanne avait toujours pensé que ce n'était qu'un jeu, une façon de rester proche de ce mari brillant et doux qui leur manquait tant. Elle n'avait jamais imaginé que c'était plus que cela. Après un long silence, Chloé ouvrit les yeux. Elle s'approcha de l'écran qui la dominait un mur noir, d'une complexité infinie. D'un geste fluide et sûr, elle posa le stylet sur la surface. L'écran s'anima un petit curseur lumineux clignotant dans l'obscurité. La salle retint son souffle. Le milliardaire, la femme de ménage, l'enfant, et le problème impossible, le spectacle allait commencer. Chloé inspira profondément comme on le fait avant de plonger dans une eau glaciale. Puis elle commença à écrire. Ses premières tracés sur l'écran n'étaient ni des nombres, ni des variables. C'était une série de formes géométriques, un hexagone, un dodécaèdre et des cercles entrelacés.
Elles étaient élégantes et parfaitement tracées. Un murmure de confusion parcourut l'assemblée des universitaires. « Qu'est-ce que c'est » chuchota un professeur. « Elle gribouille. C'est de la théorie des nombres, pas de la géométrie. » Monsieur Tanaka laissa échapper un rire bref et triomphant. « Il semble que notre prodige soit une artiste, pas une mathématicienne. » La tension dans la salle se relâcha. Une vague de rire soulagé balaya le public. Voilà, c'était la chute qu'ils attendaient. La plaisanterie avait pris. La comédie atteignait son apogée. Ce n'était qu'une fillette stupide qui dessinait des formes. Kenji Tanaka renversa la tête en arrière et éclata d'un rire sonore de victoire. « Oh, c'est encore mieux que je ne l'espérais » s'écria-t-il. « Elle redécore ma conjecture. » Ses invités l'imitèrent, un chœur cruel, dont l'écho se répercutait sur les hautes parois vitrées. La tension étrange avait disparu, remplacée par l'ordre confortable et familier du monde qu'il connaissait, un monde où les filles de femmes de ménage ne résolvaient pas les problèmes insolubles. Suzanne cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées. L'humiliation était totale. C'était bien pire que tout ce qu'elle avait redouté. Elle avait échoué à protéger son enfant. Une seule personne dans la salle ne riait pas. Devant l'immense écran, Chloé se tenait parfaitement immobile. Elle fixait les formes qu'elle avait tracées, le stylet suspendu au-dessus de la surface. Une larme solitaire glissa lentement sur sa joue. Mais son expression n'était pas celle de la défaite. C'était une concentration intense, furieuse. Elle n'avait pas gribouillé. Elle avait traduit. Elle avait transformé le langage linéaire et dense de la conjecture en langage de formes et d'espace. Un langage qu'elle comprenait mieux que les mots. Un langage que son grand-père lui avait enseigné. Le problème lui avait parlé, et il venait de lui révéler son plus grand secret. Le rire de Monsieur Tanaka était une arme, et il frappa Suzanne comme un choc physique. Chaque éclat cruel de l'assemblée était un coup supplémentaire. Elle se recroquevilla, souhaitant devenir invisible. Tout ce qu'elle voyait, c'était sa fille, une silhouette minuscule et défiante, engloutie par le symbole lumineux de leur humiliation. Mais à travers le voile de sa honte, elle vit que Chloé n'était pas brisée. Sa fille ne regardait même pas la foule rieuse. Toute son attention était absorbée par l'écran. Une communion profonde et silencieuse avec l'énigme devant elle. Les rires commencèrent à s'éteindre lorsque Chloé bougea à nouveau. Les murmures de confusion revinrent. Elle toucha l'écran avec le stylet et d'un trait rapide et sûr relia les sommets des formes qu'elle avait tracées. Des lignes se croisèrent, créant un réseau plus complexe encore. Puis, à chaque intersection, elle commença à écrire des nombres des équations. Les universitaires se penchèrent en avant, leurs expressions passant de l'amusement à la curiosité, puis à l'incrédulité. « Attendez une seconde », souffla un jeune professeur au premier rang, les yeux écarquillés. « Regardez cette notation. C'est une transformée de Fourier, mais appliquée à un groupe polyédrique. Ce n'est pas censé être possible. » Chloé travaillait avec une vitesse et une assurance hypnotisantes. Le stylet volait sur l'écran, laissant derrière lui une traînée de logique cristalline et élégante. Elle ne gribouillait plus. Elle construisait quelque chose. Elle bâtissait une démonstration. Mais elle le faisait d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. Elles tissaient ensemble des branches disparates des mathématiques géométrie, théorie des nombres algèbres abstraites, comme les fils d'une seule et magnifique tapisserie. Le rire de Kenji Tanaka s'était totalement interrompu. Il regardait un sourire figé et illisible collé au visage. Ses bras étaient à toujours croisés dans une posture de fausse supériorité, mais ses yeux s'étaient déplissés. Ce n'était pas prévu dans son scénario.
L'air de l'atrium s'épaissit d'une tension nouvelle. L'amusement s'était mué en un profond émerveillement troublant. Mais qu'est-ce que fait cet enfant? Elle n'affronte pas le problème de front, dit le jeune professeur, désormais empli d'admiration. Il s'adressait au recteur Dupont, debout à ses côtés tout aussi fasciné. Elle le contourne. Elle a redéfini l'espace dimensionnel du problème. Elle l'a en quelque sorte traduit dans un autre langage mathématique. Un langage où les paradoxes se résolvent d'eux-mêmes. Le recteur Dupont fixait la petite fille le souffle court. « Qui est-elle » murmura-t-il. Chloé était désormais dans son propre monde. La salle, les gens, la pression, tout avait disparu. Il ne restait que le problème, le beau, complexe, merveilleux problème. Elle sentait les pièces s'emboîter, la logique couler en elle comme une musique. C'était un sentiment qu'elle connaissait bien, celui de la clarté, de la vision intime des structures profondes des choses. C'était son don, c'était son héritage. Son grand-père Robert Moreau avait été un homme discret qui sentait le vieux papier et le tabac de pipe. Il n'avait jamais beaucoup parlé de la guerre. Il avait été un briseur de codes, l'un de ces génies silencieux qui travaillaient dans l'ombre, menant une guerre de chiffres et de motifs. Il lui avait expliqué que les nombres n'étaient pas seulement des outils pour compter, mais une histoire. L'histoire de l'univers lui-même. Tout a une forme, Chloé, disait-il, en griffonnant sur une serviette dans leur petite cuisine. Même un nombre, même un secret. Si tu trouves la forme du problème, tu trouveras la forme de la solution. Il lui avait appris à voir les formes. Il lui avait transmis son étrange langage secret, de logique géométrique. Après ce qui sembla une éternité, mais qui n'avait duré qu'une vingtaine de minutes, Chloé fit une pause. Elle avait rempli une grande partie de l'écran d'un réseau dense et scintillant d'équations. Elle recula pour contempler son œuvre. C'était une structure à couper le souffle, une cathédrale de raison pure. Puis elle effaça tout. Un souffle collectif parcourut la foule. Avait-elle échoué? Était-elle arrivée à une impasse? Le sourire cruel de Tanaka reparut. On dirait que le petit oiseau a volé aussi haut qu'il le pouvait, ricana-t-il. Mais Chloé n'avait pas effacé parce que c'était faux. Elle avait effacé parce qu'elle n'en avait plus besoin. L'échafaudage avait été construit et elle s'en était servie pour grimper jusqu'au sommet. À présent, elle voyait la réponse finale. Elle n'avait pas besoin de montrer tout son cheminement. Il lui suffisait d'énoncer la vérité. Elle se tourna vers une section vierge de l'écran. Sa main ne tremblait pas lorsqu'elle traça une unique ligne de symbole, courte, élégante et d'une simplicité foudroyante. En dessous, elle écrivit 3 lettres, QUD. Elle reposa le stylet sur le pupitre. Le petit clic résonna dans la salle figée de silence. Elle se retourna vers Kenji Tanaka. Son visage était calme, ses yeux bleus limpides et directs. Une lueur de l'écran éclairait sa joue. « Voilà », dit-elle. Sa voix n'était pas vaniteuse. C'était une simple constatation. La réponse. Une vague d'incrédulité totale traversa le public. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être aussi simple. Les plus grands esprits du monde s'y étaient heurtés pendant des décennies. Et elle avait résolu l'énigme en moins d'une demi-heure, avec pour preuve finale une seule ligne. Un homme grand et âgé, aux cheveux blancs en bataille et au regard à la fois doux et pénétrant, se fraya un chemin jusqu'à l'avant. C'était le professeur Alistair Finch, éminent invité de Cambridge et lauréat de la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques. Il était sans doute le mathématicien le plus respecté de l'Assemblée. Il fixa la ligne unique sur l'écran, la bouche entr'ouverte. Il s'approcha encore, plissant les yeux, retraçant la logique dans son esprit. Les secondes semblèrent s'étirer à l'infini. Toute la salle retenait son souffle, attendant son verdict. Enfin, il se détourna de l'écran.
Il ne regarda pas la foule, mais la petite fille blonde sur l'estrade. Son expression était celle d'une admiration profonde, presque bouleversante. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Puis il se tourna vers l'auditoire muet. « C'est juste », dit-il, sa voix s'affermissant. « Ce n'est pas seulement juste, c'est révolutionnaire. La simplicité de cette solution, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. » La salle explosa. Ce n'était plus des rires, mais une vague d'applaudissements tonitruants, mêlés d'exclamations de stupeur et de cris d'émerveillement. Professeurs, administrateurs anciens, élèves tous s'étaient relevés, applaudissant, acclamant, fixant la fillette en sweat bleu comme si elle venait d'accomplir un miracle. Parce que c'en était un. Suzanne s'effondra sur une chaise proche, ses jambes ne la soutenant plus. Les larmes coulaient librement désormais, mais ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de choc, de soulagement, d'un amour farouche et immense pour son enfant extraordinaire. Mais le bruit le plus fort dans la salle, c'était le silence d'un seul homme. Kenji Tanaka restait figé tel une statue. Son visage était livide, sa mâchoire pendait. Ses yeux grands ouverts exprimaient une horreur qui dépassait largement la perte d'argent. C'était l'exécution publique de son arrogance. Il avait bâti son monde sur les fondations de sa supériorité. Et une fillette de 12 ans venait de le démolir devant toutes les personnes qui comptaient pour lui. Les lois mêmes de l'univers, croyait-il, l'avaient trahi. Chloé traversa l'estrade jusqu'à se placer devant lui. Elle tendit sa petite main ouverte, paume vers le haut. Sa voix, quand elle parla, était calme, mais portait le poids d'une sentence. « Vous avez fait une promesse, monsieur Tanaka. » Le monde de Kenji Tanaka s'était réduit à deux choses, le visage de la fillette devant lui et l'écrasante réalité des 100 millions de dollars. Son esprit, instrument finement réglé pour calculer les risques et maximiser les profits, était en surchauffe. Les chiffres ne collaient plus. Les variables étaient impossibles. La fille d'une femme de ménage, une plaisanterie publique, un problème réputé insoluble. Rien ne s'alignait. Il fixait la main tendue de Chloé. Sa main était petite, nette et ferme. C'était la main d'une enfant, et pourtant, à cet instant, elle détenait plus de pouvoir que tout son conseil d'administration réuni. C'était l'exigence d'une dette qu'il n'avait jamais eu l'intention d'honorer, une dette forgée par sa propre moquerie publique. Son premier réflexe fut de s'emporter de l'accusé de tricherie, de prétendre qu'il s'agissait d'un tour préparé à l'avance. Mais en regardant au-delà d'elle, vers la mer de visage tourné vers lui, il comprit que c'était impossible. Il vit l'expression extatique sur le visage d'Alistair Finch, un homme dont la réputation était aussi solide que les vérités mathématiques qu'il étudiait. Il vit les professeurs de la Sorbonne acquiescer entre eux, leurs visages illuminés par l'excitation de la découverte. Il vit ses invités, ses propres invités, le regarder avec un mélange d'admiration pour la fillette et d'une curiosité froide suspendue à sa réaction. Tous avaient été témoins. C'était lui qui avait dressé la scène, écrit le scénario, choisi les acteurs. Il n'avait simplement pas prévu cette fin. « C'est absurde », réussit-il enfin à dire d'une voix basse et étranglée. Elle n'avait plus sa tonalité habituelle d'autorité. C'était la voix d'un roi mis en échec par un simple pion. « Vous avez fait une offre, monsieur Tanaka », dit le recteur Dupont en s'avançant. Sa timidité de tout à l'heure avait disparu, remplacée par une fermeté protectrice. Il se plaça légèrement derrière Chloé, tel un gardien silencieux, affirmant un contrat verbal devant plus d'une centaine de témoins. C'était une figure de style, siffla Tanaka, dont le masque se fissurait. Une plaisanterie. Vous ne pouvez pas me prendre au mot. Le professeur Finch s'avança à son tour, ses yeux d'ordinaire bienveillants aussi durs que le diamant. Une plaisanterie, monsieur Tanaka. Vous avez trouvé amusant d'humilier publiquement une femme de ménage et sa fille.
Vous avez utilisé la tribune de cette grande université, un lieu de savoir et d'intégrité, pour monter une pièce cruelle à votre seul divertissement. Et vous avez employé mon domaine, mes chères mathématiques, comme une arme. Il désigna l'écran, où la ligne élégante tracée par Chloé brillait encore. Ceci n'est pas une plaisanterie. C'est un travail de génie, un don. Et cet enfant, dit-il, sa voix résonnant avec autorité, vient d'offrir à cette institution une découverte plus précieuse que l'intégralité de votre donation. Une découverte que vous avez tenté de souiller par votre mesquinerie. Un murmure d'approbation parcourut la salle. La marée de l'opinion s'était entièrement retournée. Tanaka n'était plus le bienfaiteur puissant. Il était devenu le méchant de l'histoire. Chloé n'avait pas bougé. Sa main restait tendue. Son regard était inébranlable. Elle était le centre calme de la tempête qui déchirait l'univers de Kenji Tanaka. « L'argent, monsieur Tanaka, » dit-elle de nouveau sa voix douce, mais insistante. « Ma mère a des dettes. » Cette déclaration simple et sincère était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. Elle perçait toutes les prétentions, tous les masques d'ego et mettait la situation à nu. Ce n'était pas une affaire de génie ou d'orgueil, c'était l'histoire d'une fille qui voulait sauver sa mère. Tanaka posa les yeux sur Suzanne. Elle s'était relevée debout à quelques pas derrière Chloé. Ses joues étaient striées de larmes, mais son dos restait droit. Pour la première fois, il la vit non comme un meuble dans son décor, mais comme une personne. Il vit l'amour farouche et protecteur dans ses yeux. Il vit les années de labeur et d'épreuves gravées sur son visage. Et en cet instant, il comprit qu'il n'avait pas seulement perdu un pari. Il avait perdu une guerre de caractère face à ceux qu'il considérait comme moins qu'humains. Dans un dernier souffle tremblant de défaite, il plongea la main dans sa veste et sortit un téléphone noir et élégant. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'il tapait sur l'écran. Il prononça quelques mots brefs et tranchants en japonais à l'interlocuteur qui décrocha. Puis il rangea l'appareil. « Mes avocats prendront contact avec l'université dès demain matin, » dit-il, les mots lui brûlant la bouche comme de la cendre. Ils organiseront le transfert des fonds vers une fiducie pour l'enfant. Il n'eut pas la force de la regarder en prononçant cela. Il fit volte-face et marcha d'un pas raide vers la sortie. Son dos était droit comme une barre de fer. Ses gardes du corps s'empressèrent de lui ouvrir le passage. La foule s'écarta, mais cette fois, ce n'était plus par respect. C'était par mépris. En avançant, il sentait leurs regards comme des poignards dans son dos. Il était entré dans l'atrium, tel un dieu solaire. Il en sortait, tel un trou noir, une étoile effondrée et vide. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, dans un souffle métallique, un silence profond retomba sur la salle. Il dura une fraction de seconde. Puis les applaudissements éclatèrent de nouveau. C'était un bruit chaleureux, sincère, joyeux. C'était pour Chloé. Professeurs et donateurs se pressèrent autour d'elle, leur voix formant un brouhaha de félicitations et de questions enthousiastes. Comment avez-vous vu cette relation géométrique? Avez-vous déjà étudié le calcul tensoriel? Quel est votre nom? Jeune demoiselle Chloé paraissait submergée par cette attention soudaine et intense. Elle fit un pas en arrière, sa contenance, commençant enfin à vaciller. Elle chercha sa mère du regard. Suzanne fendit la foule et serra sa fille dans ses bras, la tenant contre elle. « Tout va bien, ma chérie », murmura-t-elle dans les cheveux blonds de Chloé. « C'est fini. Tu as réussi. » Chloé enfouit son visage dans l'uniforme de sa mère, respirant l'odeur de linge propre et de labeur, une odeur de réconfort familier. « Je voulais juste qu'il arrête d'être méchant avec toi, maman, » marmonna-t-elle. Le professeur Finch s'approcha d'eux, un sourire doux aux lèvres. Il s'adressa à l'assemblée d'universitaires. « Offrons à cette jeune fille et à sa mère un peu d'espace. Voulez-vous,
Le génie a besoin de respirer. D'un geste élégant, il écarta les curieux, laissant Suzanne et Chloé dans une bulle de calme. Puis il se tourna vers la mère. « Votre fille, Madame Martin, dit-il d'une voix chargée d'une chaleur paternelle, est une personne très spéciale. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Suzanne baissa les yeux vers la tête de Chloé, le cœur rempli d'un amour si puissant qu'il en était douloureux. « Je ne comprends rien à tout ça, avoua-t-elle. Son père, mon mari, adorait les maths. Il était ingénieur. Chloé a tous ses vieux livres. Je pensais qu'elle jouait seulement. »« Ce n'est pas un jeu, madame, » répondit doucement Finch. « C'est une symphonie. » Il posa son regard bienveillant sur Chloé. « Où as-tu appris à penser ainsi, ma chère? » Cette méthode est si peu conventionnelle, si élégante. Chloé sortit légèrement de l'étreinte de sa mère et regarda le vieil homme aux yeux intelligents et curieux. Elle se sentit en sécurité. « C'est mon grand-père qui m'a appris, » dit-elle doucement. « Ton grand-père » demanda Finch, intrigué. « Était-il mathématicien ?» Chloé secoua la tête. « C'était un soldat, » répondit-elle. « Il était briseur de code pendant la guerre froide. » La phrase resta suspendue dans l'air, comme une pièce manquante d'un puzzle. Briseur de code. Cela avait une logique étrange. La guerre froide avait été une guerre secrète, menée avec des chiffres et des motifs, une guerre d'esprit. Ces hommes ne se contentèrent pas de résoudre des problèmes, ils cherchèrent le langage caché sous-jacent, la forme du secret. Ils me disaient « Tout a un nom secret », continua Chloé sa voix, gagnant en force à mesure qu'elle se souvenait. Ils disaient que si on apprend le vrai nom d'une chose, on a du pouvoir sur elle. Les nombres, les problèmes, les secrets, ils ont tous un nom. Il suffit d'écouter de la bonne façon. Son grand-père, Robert Moreau, avait été un fantôme. Il avait passé 30 années de sa vie dans une pièce sans fenêtre, à écouter le brouillard sonore du monde, cherchant les murmures des codes ennemis. Il avait appris à voir des motifs dans le chaos, à trouver du sens dans le bruit. Quand il prit sa retraite, le silence de la vie civile fut assourdissant. Son esprit formé pour une guerre invisible était une machine brillante sans but. Alors, il avait tout transmis à sa petite fille. Il ne lui avait pas enseigné les tables de multiplication ni les divisions longues. Il lui avait appris l'art de voir. Il lui avait donné des casse-têtes et des cryptogrammes. Il lui avait montré comment observer un système complexe, un nœud, une partie d'échecs, un moteur, et trouver le point critique qui tenait tout ensemble. Il lui avait appris son langage secret, des formes, une visualisation géométrique qui lui permettait de cartographier des codes complexes comme des objets physiques dans son esprit. Il avait reconnu en elle la même flamme, la même intuition des structures abstraites. Il lui avait remis les clés d'un royaume dont elle ignorait être l'héritière. Il lui avait transmis son héritage, un héritage forgé, dans la guerre silencieuse et secrète des nombres. Il était mort juste avant que son père tombe malade, la laissant avec un esprit rempli de ces outils étranges et magnifiques. « Il m'a donné un nom pour ce problème », dit Chloé, en levant les yeux vers l'écran. Il l'aurait appelé la forteresse imprenable. Il disait qu'on n'attaque jamais une forteresse par son mur le plus solide. On cherche la porte secrète que le bâtisseur a oublié de verrouiller. Finch la contempla, une compréhension profonde naissant sur son visage. Elle n'avait pas seulement résolu le problème mathématique, elle l'avait déchiffré. Elle l'avait traité comme un code ennemi et en avait trouvé la clé, une clé que son grand-père lui avait donnée des années auparavant. Un homme en costume élégant, qui était resté en retrait jusque-là, s'avança. Son sourire était chaleureux et sincère. Ce n'était pas un universitaire, mais un administrateur de l'université et PDG d'une grande entreprise aérospatiale. Il tendit une carte de visite à Suzanne. « Mon entreprise construit certains des systèmes de guidage les plus complexes au monde », dit-il d'une voix posée et respectueuse.
Nous avons une fondation éducative. Nous finançons les jeunes talents. Nous offrons des bourses complètes pour les meilleures universités MIT, Caltech, Princeton, où que votre fille souhaite aller. Quand elle sera en âge, je veux que vous m'appeliez. Nous paierons tout. Un esprit comme le sien est une ressource que le monde ne peut pas se permettre de gaspiller. Suzanne contempla le petit rectangle de carton épais dans sa main, puis leva les yeux vers cet homme bienveillant qui lui souriait. Pour la première fois de la soirée, tout le poids de ce qui venait de se passer s'abattit sur Suzanne. La peur, l'humiliation, le triomphe impossible, c'était trop. Des larmes d'un espoir pur et incandescent jaillirent de ses yeux. La montagne de factures médicales sur la table de sa cuisine lui parut soudain une simple colline. L'avenir qui n'avait été jusque-là qu'un tunnel sombre et effrayant brillait désormais d'une lumière éclatante à son extrémité. Elle prit la carte. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. L'homme hocha la tête, puis posa sur Chloé un regard admiratif. « Votre grand-père serait très fier de vous, mademoiselle. » Suzanne et Chloé quittèrent l'atrium, laissant derrière elles une foule d'intellectuels stupéfaits et le fantôme de l'orgueil de Kenji Tanaka. Elles sortirent dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville semblaient briller plus fort. Le poids de leurs dettes et de leurs peurs n'avait pas disparu, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus une chaîne qui les tirait vers le bas, mais une histoire à raconter. L'histoire de la dignité silencieuse d'une mère et du génie caché d'une fille qui avait affronté un tyran et avait gagné. Elles marchèrent main dans la main à travers les pelouses parfaitement entretenues du campus. Elles ne parlèrent pas. Elles n'en avaient pas besoin. Dans le silence entre elles, elles sentaient toutes deux la présence des deux hommes qu'elles avaient perdus, un ingénieur brillant et doux, et un déchiffreur de codes silencieux. Ce soir-là, leur héritage avait été honoré. Dans l'atrium désormais vide, une équipe de techniciens nettoyait les derniers éclats de verre, du champagne renversé qui avait tout déclenché. L'immense écran avait été éteint. Mais dans l'esprit de tous ceux qui avaient assisté à la scène, l'image d'une seule ligne de logique parfaite brillait encore, preuve que parfois les vérités les plus puissantes sont dites par les voix les plus discrètes. Le chemin du retour ressemblait à une traversée de rêve. Le campus avec ses bâtiments de pierre imposants et ses allées impeccables semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'elle n'avait en fait que visiter. Suzanne et Chloé marchaient côte à côte, les mains serrées. Le silence n'était pas vide. Il résonnait du fracas assourdissant de tout ce qui venait de se produire. Suzanne ne cessait de toucher la carte de visite dans sa poche. Le carton épais et lisse était le seul objet solide dans un monde soudain devenu liquide. C'était un talisman, la preuve que la soirée avait été réelle. Une bourse complète. MIT Caltech. Des noms qu'elle n'avait vus que dans des films. Des possibilités qu'elle croyait réservées aux enfants des autres. Quand elles arrivèrent à leur petit appartement du 2e étage, la vue familière de la porte bleue usée fut à la fois un réconfort et un choc. Elle n'avait pas changé, mais elle si. L'air à l'intérieur sentait leur vie, les vieux livres, le produit citronné dont Suzanne se servait et la légère odeur de soupe du dîner d'il y a 2 jours. C'était l'odeur de la débrouille, de la lutte quotidienne. Quand Suzanne verrouilla la porte derrière elle, le barrage de sa maîtrise se rompit enfin. Elle s'adossa et glissa au sol, ses épaules secouées de sanglots muets. C'était trop. La terreur de l'affrontement, l'humiliation profonde, le choc aveuglant du triomphe de Chloé et maintenant la lumière éblouissante et terrifiante de l'espoir. Chloé s'agenouilla devant elle, son jeune visage marqué d'inquiétude. Elle passa ses bras autour du cou de sa mère. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, maman Suzanne ?» La serra contre elle, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Non, ma chérie, non, sanglota-t-elle.
Tu as tout bien fait. Tu as été si courageuse. Je n'arrive pas à y croire. » Elles restèrent ainsi, longtemps deux survivantes, agrippées l'une à l'autre sur le rivage après un naufrage. Les 100 millions de dollars restaient un nombre abstrait irréel. Mais le soulagement, le vrai, le viscéral soulagement d'un avenir débarrassé de son obstacle le plus monstrueux, lui était tangible. La dette médicale qui avait étouffé Suzanne pendant 2 longues années s'était envolée en 20 minutes. « Il était si méchant avec toi », dit Chloé, d'une voix étouffée contre l'épaule de sa mère. « Il t'a fait paraître si petite. Je voulais le rendre petit. » Suzanne se redressa, essuya ses yeux du revers de sa main. Elle regarda sa fille, vit le feu protecteur dans ses yeux bleus, et elle reconnut non seulement une enfant, mais l'héritage de 2 hommes bons, l'intelligence douce de son mari et la force silencieuse de son père. « Tu as réussi, ma chérie, » dit-elle avec un sourire trempé de larmes. « Je crois que tu l'as fait paraître très petit en effet. » Le lendemain matin, leur monde explosa. L'histoire était partout. C'était le type de récit humain dont rêvent les journaux le milliardaire, la femme de ménage et l'enfant prodige. La fille de 12 ans, d'une employée de l'université, résout une conjecture impossible, titrée un grand quotidien. Un milliardaire publiquement humilié, forcé de payer 100 millions de dollars, clamait un autre titre. Leur petit immeuble fut assiégé par des camions de télévision. Des journalistes campaient sur la pelouse, criant des questions dès qu'ils apercevaient une ombre derrière les rideaux. L'université, guidée par le recteur Dupont et le professeur Finch, agit rapidement pour les protéger. On les installa dans une suite discrète de l'hôtel de l'université et toutes les demandes médiatiques furent gérées par l'administration. Des avocats désignés par le service fiduciaire de l'université se matérialisèrent pour superviser le transfert financier. Pour Suzanne, c'était un tourbillon étourdissant, presque irréel. Le moment le plus surréaliste survint 3 jours après la soirée du gala. Elle se trouvait assise dans un bureau calme de l'université, face à un avocat doux et posé nommé Maître Gable. Il fit glisser une tablette sur la table en acajou verni. Sur l'écran apparaissait un relevé bancaire au nom de Chloé placé en fiducie. Tout en haut figurait un chiffre 100 000 $. Suzanne resta figée, traçant le nombre du doigt. Les zéros semblaient s'étirer à l'infini. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas l'être. « La première chose que nous aimerions faire, Madame Martin, » dit doucement Maître Gable, « c'est régler vos dettes en cours. Si vous avez la liste des frais médicaux… » La main tremblante, elle sortit de son sac un paquet usé et plié de papier. Les factures consolidées de la longue maladie de son mari. Ces chiffres l'avaient hanté pendant 2 ans. L'avocat les déplia, tapa quelques montants sur sa tablette, fit 2 clics et leva les yeux. « C'est réglé », dit-il simplement. Tout a été payé intégralement. Suzanne sentit sa poitrine s'alléger comme si une pierre énorme avait été ôtée de son cœur. Elle ferma les yeux et adressa une prière silencieuse à son mari, qu'elle pleurait encore chaque jour. C'était fini. Le combat était terminé. Pendant ce temps, le professeur Alistair Finch était devenu un homme possédé. L'argent et le cirque médiatique ne l'intéressaient pas. Ce qui le captivait, c'était la beauté renversante de la démonstration de Chloé. Il passait des heures dans son bureau, où l'écran de l'atrium avait été reproduit sur ses propres moniteurs, étudiant l'échafaudage géométrique que la fillette avait construit puis effacé. Ce qui le fascinait, c'était la méthode. Elle ne ressemblait à aucune discipline mathématique établie. Elle était intuitive, visuelle et terriblement efficace. C'était comme Chloé l'avait dit, une façon de trouver le nom secret du problème. Lui qui était mathématicien, il avait l'impression d'assister à quelque chose de plus. Cela ressemblait à de la magie. Intrigué par le récit de Chloé sur son grand-père briseur de code pendant la guerre froide, Finch décida d'enquêter.
Il appela quelques vieux contacts à Londres et à Washington, des hommes qui connaissaient les archives poussiéreuses du renseignement déclassifié. « Je cherche des informations sur un certain Robert Moreau », expliqua-t-il sur une ligne sécurisée à un ami du National Security Archive. Américain, spécialisé en renseignements d'origine électromagnétique, probablement des années 1950 au milieu des années 1970. « C'est un nom courant, Alistair, » répondit son ami. « Et c'est une période très secrète. » « Qu'a-t-il fait? » Finch contempla les équations lumineuses à l'écran. « Je crois qu'il a peut-être inventé une nouvelle forme de mathématiques. » Une semaine plus tard, une grosse enveloppe brune, sans adresse d'expéditeur, arriva à son bureau de l'université. À l'intérieur se trouvèrent des photocopies de documents lourdement caviardés. La plupart n'étaient que jargon technique et rapports censurés. Mais un document, une note interne, partiellement déclassifiée, datée de 1978, fit battre son cœur à tout rompre. Il s'agissait de l'évaluation finale d'un analyste nommé Robert Moreau, rédigé lors de sa retraite. On y décrivait un talent singulier à la méthode profondément non conventionnelle, mais remarquablement efficace. On mentionnait son rôle crucial dans le déchiffrement d'un code soviétique complexe, connu sous le nom de Zarathustra. Mais c'était l'annexe qui glaça le sang de Finch. Elle contenait un échantillon du travail de Moreau, une page manuscrite de notes. On y voyait une série de formes géométriques, hexagones, dodécaèdres, entrelacées en un motif complexe. C'était une version embryonnaire simplifiée du langage visuel exact que Chloé avait utilisé sur l'écran. Et il y avait un autre document, une page à peine lisible d'un dossier différent. Une note sur le chiffre Zarathustra. Elle mentionnait que ce code n'aurait pas été compromis par le renseignement allié, mais par espionnage industriel, à la fin des années 1980, lorsque la guerre froide commençait à se réchauffer. Une société japonaise de technologie, alors jeune sous-traitant de la défense, aurait acquis une partie du code source de Zarathustra par des canaux illicites. Le nom de cette société était Tanitech. Le professeur Finch se laissa tomber dans son fauteuil, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté terrible et magnifique. Kenji Tanaka n'avait pas inventé sa conjecture de toutes pièces. Il n'avait pas choisi au hasard un problème non résolu. Il avait trouvé quelque chose dans les archives scellées de l'histoire trouble de sa propre entreprise, un fragment d'un code soviétique brillant et brisé. Un code si complexe, si avancé, que même avec une clé partielle, ses propres mathématiciens n'avaient jamais pu l'analyser complètement. Ils n'en comprenaient pas la logique sous-jacente. Voyant dans son impossibilité la marque du génie Tanaka dans sa suprême arrogance, l'avait poli reformulé en un problème de théorie des nombres et y avait apposé son nom. Il avait transformé un morceau volé d'une guerre secrète en monument à son propre intellect, convaincu que personne au monde ne pourrait jamais le résoudre, car son véritable contexte, son langage secret, avait été perdu dans l'histoire. Il n'aurait jamais imaginé que l'homme qui avait brisé le code eût une petite fille et qu'il lui avait transmis ce langage secret. Quelques jours plus tard, le professeur Finch invita Suzanne et Chloé dans son bureau. C'était une pièce chaleureuse et confortable, tapissée de livres du sol au plafond. Il les fit asseoir et d'une voix douce leur raconta ce qu'il avait découvert. Il leur montra les copies des documents, la page avec les formes familières et élégantes de Robert Moreau. Suzanne écoutait la main posée sur l'épaule de Chloé, une profonde stupeur mêlée de fierté illuminant son visage. Son père, cet homme discret, qui sentait le tabac de pipe et adorait les mots croisés, avait été un guerrier silencieux dans une guerre secrète. Chloé contempla les papiers, l'écriture de son grand-père. Elle sentit une résonance profonde, comme si une histoire s'achevait en cercle parfait. Ce n'était plus seulement sa victoire, c'était aussi la sienne. Alors ce problème, dit Suzanne, peinant à en mesurer l'ampleur, ce n'était pas qu'un exercice de mathématiques au hasard.
Non, répondit Finch, les yeux brillants. C'était un fantôme. C'était un morceau de l'histoire de votre père, Madame Martin. Un secret qu'il avait déverrouillé il y a des décennies. Monsieur Tanaka a volé la serrure, y a apposé son nom et a défié le monde de trouver une clé qu'il croyait disparue. Il posa son regard sur Chloé, son expression mêlant l'admiration académique à un émerveillement profondément humain. Mais il a oublié de prendre en compte la descendance du faiseur de clés. La vérité s'abattit sur elle, belle et complète. Les 100 millions de dollars n'étaient plus seulement un prix remporté dans un élan de défi. C'était une dette de l'histoire remboursée à travers les générations. L'univers avait équilibré ses comptes. Kenji Tanaka, dans sa volonté d'humilier une femme pauvre, avait involontairement rendu un bien volé de la guerre secrète avec 100 millions d'intérêts. La dernière ironie parfaite apparut, le nom du chiffre soviétique, brisé par son grand-père Zarathustra, faisait référence à un livre du philosophe Nietzsche, un livre sur l'avènement du surhomme. Tanaka avait voulu se présenter comme ce surhomme, mais le véritable héros avait été un modeste briseur de codes, enfermé dans une salle sans fenêtre, qui avait transmis son vrai pouvoir, le pouvoir de l'esprit à sa petite fille. Chloé regarda par la fenêtre du bureau de Finch vers les pelouses ensoleillées de l'université. Son avenir autrefois, un chemin étroit et incertain, était désormais un paysage ouvert à l'infini. Elle irait à l'université. Elle étudierait le langage secret et magnifique des nombres. Elle construirait, découvrirait et porterait l'héritage silencieux de son grand-père dans un monde nouveau. L'histoire ne parlait pas d'argent. Elle ne parlait même pas de l'humiliation d'un homme cruel. Elle parlait d'une promesse murmurée d'un grand-père à sa petite-fille, la promesse que tout a un nom secret, une forme cachée, et que si l'on est assez silencieux, assez courageux, et que l'on sait écouter de la bonne manière, l'univers finit toujours par livrer sa réponse. Et c'est là que nous allons clore ce récit. Chaque fois que je partage une histoire comme celle-ci, j'espère qu'elle vous permet de sortir un instant du quotidien et de dériver ailleurs. J'aimerais savoir ce que vous étiez en train de faire. En l'écoutant, peut-être vous détendre après le travail roulé tard dans la nuit, ou simplement souffler un peu. Dites-le dans les commentaires, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se recroisent, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos histoires, alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.